Bonjour à tous. Alors, j'invite à me rejoindre pour un premier élément de discussion plus politique, les parlementaires, Pervenche Berès, Sylvie Goulard, Alain Lamassoure, à ma droite et à votre gauche. Je suis ravi d'animer ces moments devant vous, puisque si j'ai bien compris, je suis devant un public de gens heureux, si j'en crois l'évolution des marchés financiers depuis l'élection de Donald Trump. Il y a à peu près une planète qui est heureuse sur Terre, c'est la planète financière, les marchés, Wall Street et la Bourse de Paris, les valeurs bancaires. Donc, vous êtes des gens heureux, je m'en réjouis. Nous verrons évidemment si tout le monde partage ce point de vue. Alors, le sujet a été énoncé par Gérard Hamex, l'impact du Brexit sur l'Europe des services financiers. On va le prendre d'abord de manière un petit peu politique parce que c'est indispensable. Quelle va être la stratégie des autres Européens, diplomatiquement, économiquement. Et je vais demander à chacun de nos trois intervenants, alors Pervenche Berès, qui est député du groupe socialiste au Parlement européen depuis des années, Sylvie Goulard, groupe libéral, Alain Lamassoure, du groupe, alors PPE, je ne sais pas si on dit conservateur, oui, on va dire conservateur. Populaire, voilà, alors pas conservateur, mais populaire, et qui est, je crois aussi, d'ailleurs, me dit-on, candidat à la présidence du Parlement européen. C'est officieux. Alors, oubliez immédiatement cette information que je n'ai pas donnée. Voilà. Un premier point, peut-être, avoir votre avis. Nous avons une demi-heure, donc c'est relativement court. Quel est, avant de regarder les atouts de la place de Paris, les uns et les autres, l'appréciation politique à la fois du Brexit et de l'élection de Donald Trump? Qu'est-ce que ça change à l'économie mondiale et aux questions financières? Sur le Brexit, quelles sont les alternatives, les choix que vous proposez les uns et les autres? Hard ou soft? Quel rôle va jouer le Parlement européen? Voilà, peut-être, Pervenche Berès, quelle est votre analyse sur ces bouleversements, ces de plaques tectoniques? Merci, merci pour vos questions. Merci à l'AMF de penser que quand on rentre dans un débat comme celui-là, que c'est pas absurde d'avoir des politiques en introduction pour vérifier si on est sur la même planète et si on a les mêmes objectifs. Je le dis parce que je pense que c'est d'autant plus important qu'avant que chaque secteur plonge dans les avantages et les inconvénients de tel ou tel scénario et tel ou tel format du Brexit, que les 27, et parmi eux la France, aient une vision d'ensemble de là où on veut aller. Parce que si on rentre dans cette négociation secteur par secteur, il n'y aura plus personne à la fin. Et ça, je pense que, donc, comme point d'introduction, ça me paraît absolument critique. Ensuite, vous avez bien identifié la chronologie, le Brexit, puis la victoire de Trump. Je note quand même que ça signifie que là où ça craque, par rapport à un système qu'on a connu toutes ces dernières années, c'est dans un système anglo-saxon, qui est sans doute celui qui a le plus promu une certaine forme de financiarisation de l'économie, pour mettre les pieds dans le plat. C'est la petite revanche de l'Europe continentale. Et qui a vendu à sa population, peut-être de manière parfois naïve ou vicieuse, l'idée d'une mondialisation heureuse. Et je pense qu'il faut regarder ces deux élections aussi à l'aune de ça. Sur quel scénario pour le Brexit? Alors, tous les experts se penchent avec des études très élaborées pour savoir si c'est le modèle norvégien ou le modèle suisse. J'ai même vu une étude qui propose le modèle ukrainien, donc je ne connais pas encore exactement la nature. Moi, je crois que ce ne sera rien de tout ça. Mais ce dont je suis sûre, c'est que la négociation va se jouer à deux. Alors, tout le monde attend de savoir ce que voudra Madame Theresa May. Mais laissons-la préparer dans son office son menu. Mais ne nous laissons pas imposer son menu. Il faut que nous, pendant ce temps-là, et j'espère que cette discussion ce soir y contribuera, nous élaborions ce que nous voulons. Et dans ce que nous voulons, moi j'ai une préoccupation principale, c'est la clarification autour des enjeux de la zone euro. C'est à la fois transversal
est suffisamment sectoriel, je crois, pour être un élément identifiant pour l'AMF. Mais vous ne voulez donc pas trancher entre hard et soft, c'est-à-dire on laisse la main à Theresa May de nous dire ce qu'elle propose. Non, je dis que nous devons nous préparer aux différents scénarios. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. La clé de voûte, c'est la question à la fois du passeport et de la libre circulation. Et sur la libre circulation, on ne fera pas le coup de « Ah, mais c'est pas grave, vous aussi, sur le continent, vous avez des problèmes maintenant avec les enjeux de libre circulation. » J'entends ça. J'ai aussi entendu pendant des années l'idée que l'Europe était une économie avec des handicaps par rapport à l'économie américaine, parce que nous n'avions pas la libre circulation des personnes et des travailleurs. Nous n'avions pas cette mobilité des travailleurs. Et tout d'un coup, pour arranger Madame Theresa May et ceux qui ont conduit ce pays dans une situation très difficile pour lequel je n'ai pas plaidé, j'étais contre le Brexit, je pense que c'était pas dans l'intérêt des Britanniques, pas dans notre intérêt, pas dans l'intérêt des Européens, mais le résultat est là. Et il y a un moment aussi, je raisonne comme Française. Et comme Française, j'ai un souvenir et une prospective. Le souvenir, c'est 2005. Et je crois que dans notre pays, il y a un divorce qui s'est installé à ce moment-là, lorsqu'on a donné l'impression à ceux qui avaient voté contre la Constitution qu'on ne les écoutait pas. C'est la même traîne 2005, oui. Enfin 2002, 2005, si on ne répond 2016, pas, si on répond de la même manière en disant circuler, il n'y a rien à voir, je pense qu'on se prépare des jours. Sur la façon, un dernier point peut-être, sur la façon d'aborder les choses, Paris et Berlin sont sur la même ligne ou pas, à votre avis? Paris et sur Berlin, le Brexit. Paris et Berlin se parlent beaucoup, et c'est bien. Alors après, on n'a pas toujours exactement les mêmes intérêts. Je ne suis pas sûre que... Décrivez-nous les intérêts des uns et des autres, et puis je passerai la parole à pas, Sylvie Goulard. Par exemple, il me semble qu'il y a une toute petite négociation qui est en cours, là, qui s'appelle un truc London Stock Exchange de Deutsche Börse. Tout petit machin, sans aucun impact sur l'ensemble de la géographie. Bon, voilà, donc il y a des intérêts objectivement différents. Mais je crois que entre le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel, il y a c'est pas naturel, c'est pas toujours facile, hein. Mais regardez les éléments de langage, notamment au début sur l'affaire de l'article 50. Quand est-ce qu'il fallait que l'article 50 soit mobilisé? Bon, il y avait au point de départ deux approches très différentes, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt commun à ce que les choses soient clarifiées. Là aussi, je suis surprise parce qu'on m'a toujours dit les marchés détestent l'insécurité. Oui, l'incertitude. L'incertitude, voilà. Et tout d'un coup, maintenant, il faudrait attendre la nuit des temps. Non, on a besoin de clarifier les choses le plus vite possible dans l'intérêt des marchés, mais aussi des citoyens, des responsables politiques qui doivent éclairer le chemin. Sylvie Goulard, votre analyse alors très politique de la situation créée par ces deux chocs successifs, et puis plus spécifiquement sur le Brexit, quelle attitude doivent avoir les Européens continentaux vis-à-vis de Londres? Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois que la première chose, c'est que c'est un échec de tout le monde. Ce n'est pas un échec des anglo-saxons. Parce que si nous en sommes arrivés au Brexit, c'est que l'étape précédente, dont plus personne ne parle, mais qui était censée retenir les Britanniques, qui était l'accord du mois de février dernier, a échoué, que David Cameron n'a pas été capable de le vendre à son peuple et que le débat s'est passé sur autre chose. Première observation. La deuxième observation, c'est que l'article 50 du traité, qui prévoit la sortie d'un État, prévoit la sortie, le droit souverain de quitter l'Union européenne. L'article 50 ne prévoit pas le droit de sortir en changeant la nature de l'Union européenne. Ça, c'est un des points sur lesquels, à mon avis, nous devrions être plus clairs vis-à-vis des Britanniques et aussi plus clairs avec nous-mêmes. Parce que la vraie question, et c'est pourquoi c'est assez paradoxal, parce que les gens qui en tirent que nous allons renoncer à une certaine forme d'Europe libérale, etc., vont être ceux qui vont devoir défendre, en fait, face aux Britanniques, le marché, les 4 libertés, dont la libre circulation des capitaux, des personnes, etc. Donc, en fait, la vraie question qui se pose à nous, c'est jusqu'où sommes-nous attachés au marché ?
Parce que si nous ne le défendons pas, nous n'aurons rien à défendre vis-à-vis des Britanniques. C'est l'un des paradoxes, c'est qu'eux ont changé d'attitude. Ils ont changé d'attitude sur 2 sujets majeurs qui nous ont occupés ces dernières années. Le premier, c'était l'élargissement, puisque le débat contre la libre circulation des personnes est un débat qui remet en cause l'une des lignes directrices de la politique britannique depuis la chute du mur de Berlin. Et deuxièmement, ils se sont également détournés de l'idée que, dans le fond, c'était l'ouverture qui apportait la prospérité. Donc maintenant, en fait, nous sommes au pied du mur. Personnellement, ça ne me gêne pas parce que je suis libérale et je l'assume. Je crois qu'on a toujours eu des garde-fous au marché en Europe, mais que ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire la preuve que nous continuons à croire à l'ouverture. Sur le franco-allemand, oui, et juste une dernière chose, si en gros on essaye de résumer ce qu'est l'Union européenne, c'est donc les 4 libertés, ça a été dit, mais c'est surtout un système fondé sur la règle et la mise en œuvre de la règle et le contrôle de la règle. C'est-à-dire que tout ce qui est respect de la règle et intervention de la Cour de justice ne devrait pas être négociable. Et tout ça, il faut que nous le définissions, non pas contre les Britanniques, mais parce que nous y croirions nous-mêmes. Et là, pour la France aussi, c'est assez amusant quand même de devoir être le pays qui confirme qu'elle croit tout à fait à la vertu de la règle. Sur la France et l'Allemagne, je pense qu'il faut quand même arrêter d'être dans l'irénisme total. La relation franco-allemande en ce moment ne va pas bien, n'est pas suffisante. Je ne crois pas que sur la question du Brexit, il y ait une différence d'approche fondamentale. Il y a une différence de ton. La différence de ton est très sensible. Mais pour avoir discuté avec un certain nombre de gens à Berlin la semaine dernière sur ces sujets-là, je ne crois pas, notamment, je ne crois pas que l'Allemagne fera passer les intérêts d'un secteur, fût-il le secteur automobile, avant la perpétuation du projet européen. Absolument pas. Mais au-delà de cette convergence ponctuelle, je pense qu'en ce moment, il manque profondément une convergence franco-allemande. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Pervenche. Moi, je n'ai pas envie que les Français et les Allemands abordent cette question uniquement sous l'angle Paris contre Francfort ou Francfort contre Paris. Nous avons quelque chose en commun qui est l'euro. L'euro, ça nous oblige... Ça n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu, quand même. Non, mais par exemple, l'histoire de la fusion de Deutsche Börse et LSI, on peut le voir comme une rivalité entre les 2 places. On peut aussi se poser les questions systémiques pour la gestion de notre monnaie qu'implique le choix d'une localisation, qui d'ailleurs ne dépendra pas, enfin l'autorisation ne dépendra pas du Bund, de l'État fédéral allemand, mais du Land de Hessen, etc., etc. Donc on a à nouer, à mon avis, un dialogue beaucoup plus approfondi avec la partie allemande, sans aucune naïveté, ce n'est pas la question. Mais je suis très frappée de voir que nous abordons ces questions comme si nous avions dans la zone euro forcément à choisir un pays plutôt qu'un autre. Je préférerais qu'on ait une stratégie pour l'ensemble de la zone euro et qu'à l'intérieur de cet ensemble, bien entendu, chacun définisse là où il veut aller et quels sont ses intérêts les plus immédiats ou les plus légitimes. Alain Lamassoure, quels sont les scénarios de négociation possibles pour la sortie? Peut-être un mot sur Trump. Sur Trump. Je suis d'un tempérament extraordinairement optimiste et j'ai beaucoup de mal à l'être. Oui. Parce que, en quelques mois, nous avons vu, dans la démocratie parlementaire la plus ancienne de l'histoire, la plus enracinée, puis dans la démocratie présidentielle la plus ancienne de l'histoire, la plus enracinée dans l'histoire, nous avons vu des élections gagnées par un langage de haine, de racisme et de mensonge. Et donc je suis plus inquiet que Pervenche, si je puis dire. Ce n'est pas simplement un problème anglo-saxon, on est la financiarisation d'économie. Nous retrouvons dans le débat politique de tous les pays européens, sans exception, même la Norvège et la Suisse, hors de l'Union, et des États-Unis d'Amérique, le langage que l'on a connu dans les années 30 et qui avait disparu complètement de nos pays, qu'on n'avait jamais connu aux États-Unis à ce point-là, depuis la guerre de sécession, et qui avait disparu de nos pays depuis la dernière guerre, notamment grâce à la construction européenne. Et là, nous entrons dans un monde nouveau, extraordinairement dangereux. Ça veut dire pour l'Europe 3 choses. 1, désormais, à nous, Européens,
de prendre en charge la défense de nos intérêts stratégiques. On se reposait derrière le grand frère américain qui sera toujours là si un grave problème. Ben, le grand frère américain, il ne sera plus là. Nous sommes un éternel adolescent qui a 70 ans. Il est temps de devenir adulte. Deuxièmement, ça veut dire, et ça a été dit par mes collègues et amis, la défense des valeurs que nous portions avec les Américains, et que les Américains portaient plus haut que nous depuis la Première Guerre mondiale, de la démocratie, des droits de l'homme, plus récemment d'une certaine gouvernance mondiale dans le cadre de relations pacifiques entre les puissances. Ces valeurs que M. Trump a foulées aux pieds tout au long de sa campagne électorale. Si maintenant il voulait tout d'un coup les défendre, il ne serait pas très crédible. Donc nous avons une seconde responsabilité dans notre intérêt à celui du monde, c'est de reprendre le flambeau de ces valeurs. Et puis ça veut dire enfin que nous allons avoir des États-Unis qui vont défendre leurs intérêts nationaux encore plus fortement et rudement que dans le passé. Dieu sait que c'est quelque chose qu'ils savent faire. Pour prendre un seul exemple qui concerne vos activités, nous l'évoquions notamment avec Frédéric Oudéa avant le débat. Dans les premières annonces faites de l'administration provisoire, la réforme de Dodd-Frank a été annoncée. Nous allons avoir nous prononcer sur les recommandations du comité de Bâle. Il serait tout à fait étonnant que nous aggravions les contraintes que nous faisons peser sur nos acteurs économiques au moment où les Américains et bancaires, au moment où les Américains s'apprêtent à faire le contraire. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Alors, sans être trop long, sur le Brexit, deux ou trois choses. Un, nous ne pouvons guère nous prononcer. Hard ou soft, ce n'est pas à nous de le dire. C'est au Royaume-Uni de le dire. Il y a ici d'éminents citoyens de sa très gracieuse majesté, ils sont mieux placés que moi pour dire où est-ce qu'on en est à Londres. J'ai peur qu'on ne soit pas encore très avancé. Par contre, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité pour les Européens de ne pas attendre ce que va dire le Premier ministre britannique. Parce que nous sommes tous ici des habitués de négociation. La règle d'or dans toute négociation, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur les sujets qui sont sur la table, sur les personnes qui sont autour de la table et sur le calendrier, 80% de la négociation est jouée. Et si nous négocions sur un texte britannique, nous avons déjà perdu. Il faut négocier soit sur un texte commun, soit sur deux textes. Et autant ça n'est pas à nous de dire que le Royaume-Uni, nous souhaiterions que le Royaume-Uni soit plutôt dans une relation du type norvégien ou canadien ou suisse ou sui generis, ça, c'est au Royaume-Uni de le dire. Par contre, nous devons rappeler un certain nombre de règles simples et de lignes rouges. Brexit is Brexit, out is out. Et quand on quitte l'Union européenne, ça veut dire que on peut être encore à l'intérieur de l'union douanière, voire du grand espace unique, mais on ne prend plus part aux décisions. Et donc, à ce moment-là, si c'est le choix fait par Londres, Londres devra appliquer toutes les réglementations communautaires décidées désormais sans Londres. Deuxièmement, si on veut participer au grand espace unique, il y a un prix à payer pour avoir accès à un marché de 450 millions de consommateurs, alors qu'on ne peut offrir, entre guillemets, que 61 millions de consommateurs. C'est un prix budgétaire, c'est un prix qui risque de coûter plus cher au Royaume-Uni que ce que coûtait la contribution britannique, moins le British Rebate. Et puis ça veut dire aussi qu'il ne peut plus y avoir d'institutions de l'Union européenne dans un pays qui, malheureusement, nous le regrettons tous, n'est plus dans l'Union européenne. Mais vous sentez que c'est la pente, celle-là, out is out, vue du continent, ou c'est une pente, on a l'habitude des négociations avec les Britanniques. C'est bon, à la fin, pour ils gagnent moi, parfois. C'est le risque majeur. Je risque une prédiction à la négociation ultime qui se fera naturellement au niveau des chefs d'État et de gouvernement, après 2 jours et 2 nuits, à 2 heures du matin. La délégation britannique va sortir une phrase de 2 lignes disant que dans les domaines d'intérêt majeur pour le Royaume-Uni, et notamment
en tout ce qui est institutions financières et bancaires, marchés financiers, etc., vos activités, aucune décision ne se prend dans l'Union européenne sans qu'il y ait une consultation préalable avec Londres. Et donc, Londres continue à être autour de la table. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus inacceptable. Vis-à-vis de Londres, mais je dirais, c'est pas anti-anglais, c'est une règle d'or, parce qu'à ce moment-là, ben, nous aurons d'autres pays, je n'en cite aucun, mais en France même, un certain nombre de compatriotes qui diront ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les Britanniques? On n'a pas les servitudes, on n'a pas les ennuis, et on reste autour de la table. Alors, j'aimerais avoir maintenant, alors je ne sais pas très bien qui veut s'exprimer en premier, votre point de vue les uns et les autres sur quelles sont les cartes à jouer pour la France, alors pour les activités financières françaises. Donc, comment attirer les activités? Est-ce qu'on a des cartes à jouer? Est-ce que quel type de dialogue, non plus avec Londres, mais avec la City, si je puis dire, qui veut s'exprimer sur ce point? Quels sont les atouts de la place de Paris dans ce contexte? Qui veut s'exprimer en premier? Sylvie. Non, mais encore une fois, je pense que c'est une mauvaise manière de poser le problème. Bon, merci. Non, mais je pense que c'est une manière qu'ont beaucoup de gens à l'esprit, mais il y a vraiment des questions qui sont des questions de souveraineté. C'est ce que je pense Alain a voulu dire à la fin sur le fait qu'on ne peut pas, dans certains domaines, accepter de partager le pouvoir de décision, notamment avec des personnes qui seraient à l'extérieur et qui, encore une fois, n'accepteraient pas non plus les contrôles juridictionnels sur les décisions. Donc il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux systémiques pour l'euro, il y a des enjeux de financement de nos économies, et je dirais que chacun de ces enjeux, d'ailleurs, peut aboutir à des positions différentes, parce que, par exemple, pour l'instant, l'idée d'avoir une Capital Markets Union de l'Union européenne qui fonctionne bien, c'est un projet qu'il faut soutenir, mais c'est un projet à moyen terme. Ce n'est pas quelque chose qui peut fonctionner maintenant. Donc vous avez deux questions, c'est les choix que vous opérez, et encore une fois, pour moi, j'essaie de regarder devant, et je pense que ce que nous payons en ce moment en Europe, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas le fait qu'on a des élites qui n'écoutent pas le peuple, c'est pas le fait que les gens sont sur une bulle, c'est le fait que dans un certain nombre de domaines, on a dit qu'on faisait l'Europe et on ne l'a pas faite. Et on le voit en ce moment avec l'union bancaire, c'est encore le même double langage dans lequel vous avez des gens qui affichent un objectif, mais qui, lorsqu'il s'agit d'arriver à un effectif partage des responsabilités, comme un cheval devant l'obstacle, rechigne. Donc la vraie question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous abordons l'ère qui vient en défendant bien sûr les avantages de la place de Paris, et il y en a dans un certain nombre de domaines, mais en les défendant dans une optique beaucoup plus large. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons en tant que pays membre de la zone euro? Je rappellerai quand même que nous avons voulu l'euro en France. C'est une des choses que beaucoup de gens ne répètent pas dans le débat. Après la chute du mur de Berlin, ça avait déjà été lancé avant, mais il y a eu une très forte accélération, Christian Noyer pourrait en parler mieux que moi, ou Alain Lamassoure, qui ont été aux commandes dans les années 90. Nous avons porté ce projet. Et j'observe qu'il n'y a pas de stratégie pour la zone euro, il n'y a pas de stratégie pour se projeter tous ensemble au-delà. Je ne dis pas que ça oblige à tout mettre à Francfort ou à tout mettre ailleurs, mais quand je vois qu'on a des entreprises qui vont... City annonçait qu'ils iraient sans doute à Dublin, que l'idée que tout va venir à Paris me paraît assez léger. Par ailleurs, l'attractivité, en une phrase, l'attractivité ne dépend pas seulement d'un secteur. L'attractivité dépend des conditions du droit du travail, dépend de la finance et dépend aussi de la volonté ou de l'envie des gens de venir vivre. Paris a des atouts et à d'autres égards, on en a moins. Donc c'est pour ça que je suis très frappée de voir que ce n'est pas une question qui peut être réglée seulement au niveau des élus locaux, c'est une question qui engage le pays entier. Ce que j'ai observé, c'est qu'on était plutôt en France dans un pays dans lequel, sur la finance, ces dernières années, certains sont allés très loin dans la critique, et à mon sens, c'était une erreur. Pervenche Berès. Alain Lamassoure a dit que j'étais plus optimiste que lui parce que j'ai identifié la turbulence comme étant une turbulence anglo-saxonne. J'espère ne pas avoir été ambigu. J'ai identifié que c'est là où il y avait eu le plus d'appel à une certaine forme de capitalisme ou de mondialisation heureuse que les signes de craquement sont venus, mais ça ne nous épargne de rien. Que proposer pour la France et que proposer pour la place financière de Paris, puisque c'est ça votre question.
J'ai dit, en commençant ma réponse à votre première question, qu'on ne pouvait pas commencer avec une approche sectorielle. Hein. Donc je pense que la meilleure contribution que la place financière de Paris peut apporter aujourd'hui, c'est de contribuer à une réponse globale. Et cette réponse globale, me semble-t-il, elle doit s'articuler autour de deux choses et tenir compte d'une leçon. La leçon, c'est que moi, rétrospectivement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a laissé M. Cameron organiser un référendum sans lui demander qu'est-ce qu'il allait faire après. C'est hallucinant. Alors, je sais bien que chaque pays est souverain, que c'était une décision de son gouvernement, etc. Mais on a tous serré les fesses, on se dit oh, il faut l'aider. Enfin, non, mais, pas tous, Pervenche. L'ambiance générale a été, y compris lorsque Jean-Claude Juncker met sur la table un projet de CMU. Le projet de la CMU, il est né comme le projet que Jean-Claude Juncker peut mettre sur la table. Traduction, la CMU. Pardon, l'Union des marchés des capitaux. Merci de me rappeler à l'ordre. Jean-Claude Juncker invente ce projet, qui était un peu dans les tuyaux, etc. Mais enfin, il le valorise parce que c'est peut-être ce qui va permettre aux Britanniques de penser qu'il y a vraiment une place pour eux en restant dans l'Union européenne par rapport à leur sujet principal qui serait le sujet de prédilection sur les marchés financiers. Et personne n'ose poser la question aux Britanniques, au-delà de l'article 50, si jamais ça passe, qu'est-ce que vous faites? Et donc on se retrouve avec cet accord du 19 février qui est franchement pas terrible, et où heureusement le Parlement européen, dès le lendemain, a dit cet accord du 19 février n'existe plus. Et donc... non, mais ça, c'est effectivement... Ça, il faut s'en souvenir, parce que de la même manière... pour aujourd'hui, que doit faire... Est-ce que vous, à Strasbourg et à Bruxelles... Quand Mme Theresa May va venir avec sa solution, il ne faut pas être là juste derrière, et que les acteurs de la place financière de Paris nous disent « Ah, elle propose ça sur les marchés financiers, c'est pas si mal, il faut y aller, etc. » Il faut être courageux. Et il faut savoir quels sont nos intérêts. Et nos intérêts, me semble-t-il, il faut les articuler autour de deux points. Le premier renvoie à la relation franco-allemande. On a vu un petit flottement de savoir si, après le Brexit, au fond, sur quoi est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut insister sur l'Europe à 27 ou la zone euro? Je caricature un peu, mais il y a eu cette tendance. Et ça s'est vu à Bratislava, où, par exemple, il y avait un livre blanc qui est en préparation entre les mains de la Commission sur l'avenir de la zone euro, qui est devenu un livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne à 27. Je crois que c'est absolument indispensable que nous plaidions tous ensemble, nous les responsables politiques et vous les acteurs des marchés financiers, pour que la question de la zone euro soit posée. Je rappelle quand même que quand on a fait l'élargissement, les pays qui sont rentrés n'ont pas osé poser des questions et nous n'avons pas osé leur imposer des conditions. Espagne, Grèce. Le moment de la clarification, c'est maintenant. Et là-dessus, je pense que Berlin est prêt à aller de l'avant. Mais il faut qu'on ait ce débat très clairement entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les sujets de défense, etc. Mais si on laisse la question de la défense l'emporter parce que Trump va s'éloigner de la sécurité européenne, parce que sans les Britanniques, c'est plus difficile d'avoir des forces significatives en Europe, on aura vraiment abîmé la racine de ce qui, me semble-t-il, reste notre force, à savoir la zone euro. Et la deuxième ligne rouge, et là, vous avez une contribution toute particulière à apporter, quand les Britanniques vont demander le passeport et quand Trump remet en cause le Dodd-Frank Act, c'est évidemment toute la question du régime des équivalences et des pays tiers. Et là-dessus, il y a une contribution particulière sur laquelle il faut commencer à réfléchir, pas forcément en franco-français, mais il faut sans naïveté. Mais je ne vous sens ni optimiste ni enthousiaste sur l'idée que Paris puisse récupérer beaucoup d'activités qui sont à Londres aujourd'hui. Ah, mais tout ce qui peut revenir, je l'accueille
à bras ouverts, mais je connais beaucoup de gens ici qui sont à la fois un pied à Londres et un pied à Paris, et qui n'ont qu'un objectif, c'est de rester dans cette situation. Alain Lamassoure. Moi, je dirais qu'il y a trois stades. Premièrement, dans la période grise dans laquelle nous sommes entrés, il faut que nous fassions preuve d'une très grande vigilance et d'une très grande fermeté vis-à-vis de nos amis partenaires britanniques. La négociation ne peut pas commencer, c'est clair. Par contre, ce qui est tout à fait ambigu et tout à fait préjudiciable à tout le monde, mais notamment pour le coup à l'Union européenne, c'est que nos amis britanniques sont toujours là et continuent de participer aux décisions. Je donne un exemple qui n'est pas dans la sphère d'intérêt première de notre Assemblée de cet après-midi, mais qui est fondamental du point de vue économique et politique. La négociation que nous allons avoir à mener avec la Chine, je crois que Christian Noyer et quelques autres viennent de Chine, sur le statut de la Chine au regard de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a une date qui était prévue dans le traité d'adhésion de la Chine à l'OMC il y a 15 ans, qui est le 11 décembre qui vient, dans quelques jours, qui nous condamne à, nous, les partenaires de la Chine à l'OMC, à dire si oui ou non nous considérons qu'à partir de cette date, la Chine est une économie de marché, auquel cas nous ne pourrions plus appliquer le système de défense commerciale de anti-dumping que nous avons appliqué jusqu'à présent. La Commission européenne a fait une proposition astucieuse qui permettrait de maintenir, voire d'aggraver les instruments de défense commerciale de l'Union européenne sans faire perdre la face à la Chine et sans proclamer que la Chine n'est pas digne d'être jugée une économie de marché. Le texte est bloqué pour l'instant par une minorité de blocage. La minorité de blocage comporte le Royaume-Uni. Ça serait inimaginable, inacceptable, impossible de plaider à nos opinions publiques qu'un pays qui s'en va compromet notre capacité de défense face à la Chine, sachant que, préparant l'avenir dans lequel le Royaume-Uni aura à négocier tout seul face à la Chine, sans nous, les Britanniques prennent cette position. Et donc, on pourrait citer d'autres exemples dans des domaines qui sont plus proches de vos activités. Nous devons être extrêmement vigilants. C'est le premier stade. Deuxième stade, les guidelines que nous devons nous fixer et annoncer, mettre sur la table. Je regrette d'ailleurs qu'on ne l'ait pas fait avant le jour du Brexit. Je l'avais proposé quelques mois auparavant. Il faut le faire maintenant. Je l'ai dit, je n'y reviens pas. Troisièmement, ce n'est pas à nous les politiques, alors là c'est mon côté, enfin c'est ma philosophie politique, c'est peut-être pas forcément celle de Pervenche ou d'autres, ce n'est pas à nous les politiques de dire, voilà la vocation naturelle de la place de Paris, c'est à vous. C'est à vous. Et nous essaierons naturellement, dans la mesure de nos moyens, au Parlement européen ou ailleurs, d'accompagner ce qui sera vos projets. Et là-dessus, quelques conseils simples. Un, ne faites pas de complexe face à ce que nous appelons en France la finance anglo-saxonne. Je suis frappé de voir que la France a quelques-uns des meilleurs acteurs bancaires, financiers, la place de Paris est la première pour certains produits ou certaines activités, mais on a toujours un petit peu un complexe d'infériorité à l'égard des Britanniques, des Américains, qui ont des liens très étroits et qui seraient systématiquement meilleurs que nous. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Deuxièmement, nous avons dans nos atouts un atout fondamental que nous sous-estimons, c'est la qualité des personnes. Après tout, une forte proportion de ce qu'on appelle familièrement les traders étrangers qui travaillent à Londres sont des Français, qui sont formés dans des grandes écoles françaises, dans les universités françaises. Et donc ces gens-là peuvent travailler aussi bien, voire mieux, dans leur pays d'origine. Et ça, par rapport aux autres places financières concurrentes, c'est un atout important. Enfin, évidemment, il y a l'aspect législation nationale, droit du travail, droit fiscal. Et il faut que nous soyons extrêmement attentifs à ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe, ou ce qui va se passer aux États-Unis en matière fiscale, et notamment fiscalité des multinationales. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, notamment depuis le scandale LuxLeaks, sur lequel il y a les recommandations de l'OCDE, il y a le projet d'harmonisation de la définition du bénéfice imposable de la Commission européenne de Pierre Moscovici, le projet Axis.
il va y avoir un choix important pour nous Français. Est-ce que nous maintenons ce qui est ma recommandation formelle, tout ce que nous avons engagé jusqu'à présent dans ce domaine, c'est-à-dire appliquer AXIS dans le cadre de l'Union européenne et traduire dans nos législations nationales, à travers le droit communautaire, les 15 recommandations du plan d'action de l'OCDE. Est-ce que nous jouons ce jeu-là? Ça veut dire que nous essayons de convaincre les Britanniques de le jouer aussi, au lieu de faire de la surenchère fiscale, et nous essayons de convaincre, non pas Donald Trump, en matière fiscale, dans le système américain, ce n'est pas le président qui est important, c'est le Congrès. Nous essayons de convaincre le Congrès que c'est l'intérêt aussi de la communauté mondiale d'avoir un certain nombre de règles communes sur la fiscalité des multinationales, ou bien est-ce que, constatant que décidément les autres veulent jouer personnel, nous adoptons une attitude différente. Là, c'est un des choix que nous aurons à faire. Peut-être en 1 minute chacun, même pas, 45 secondes, est-ce que l'Europe se déconstruit sous nos yeux? Comment peut-elle et peut-elle rebondir? Quel est le levier qu'il faudrait utiliser pour la faire rebondir? Alors, vous avez dit l'une et l'autre, enfin tous les trois, la zone euro. Bon, mais quelles propositions très concrètes, précises, il faudrait mettre en avant, des parlementaires européens mettent en avant pour que ce que nous avons sous nos yeux ne se poursuive pas? D'abord, il faut savoir ce que nous, on veut pendant la négociation du Brexit. Parce que la négociation du Brexit, ça va durer 2 ans. Et donc, ça va se terminer avant les prochaines élections au Parlement européen en 2019. C'est le but. Et on a quelques petits sujets qui ne peuvent pas attendre ça. Donc, si on dit on fait d'abord le Brexit et puis après on s'occupera de nos affaires... Donc il faut une initiative pour vous dans les mois qui viennent, après les élections franco-allemandes, et une initiative qui dirait quoi de votre point de vue? Ces questions-là doivent être au cœur des élections en France et en Allemagne. Et je ne sais pas qui portera, enfin j'ai une idée de qui portera ces thématiques dans la campagne. Et donc il faut quand même que tous ceux qui sont représentés ici soient aussi présents dans le débat. Parce que sinon, il n'y aura pas de mandat pour être à l'initiative. Ce n'est pas un sujet facile. Mais c'est un sujet essentiel. Non, mais c'est quoi? C'est l'intégration de la... trois axes. La zone euro, la question fiscale, parce que ça permet de rétablir un peu de justice sociale, et c'est un domaine dans lequel il y a des progrès qui sont possibles. Et pendant très longtemps, j'ai pensé vendre la question de la transition écologique, etc. Mais l'électorat qui est désemparé et désabusé de l'Europe, vous ne les réenchanterez pas avec la transition écologique, ça viendra en supplément d'âme. Le troisième élément sur lequel il faut être très clair, c'est sur la question de la défense des instruments de défense commerciale. Sans protectionnisme, mais sans naïveté. Alain Lamassoure ou Sylvie Goulard? Bon, malheureusement, nous entrons dans une période électorale. Il y aura les Pays-Bas en mars. C'est assez important, c'est un pays fondateur qui n'est pas le plus europhile aujourd'hui. Il y aura la France en mai-juin et l'Allemagne en septembre. Je crains qu'il ne se passe rien, pas d'initiative politique forte compte tenu de ces fins de mandat dans ces pays, notamment en France et en Allemagne. Et donc nous préparons l'après. Mais ça veut dire que jusqu'à l'automne prochain, il ne faut pas attendre une initiative politique forte. Dieu merci, nous n'avons pas besoin d'un nouveau traité. Le traité de Lisbonne est une formidable boîte à outils dans laquelle on trouve tout ce qu'on veut. Si on veut renforcer la zone euro, on peut le faire. Si on veut mettre en place une Europe de la défense, il suffit de 2 pays qui le veulent, ils jettent les bases d'une Europe de la défense. Et on peut le faire dans le cadre de l'Union européenne, les coopérations renforcées ou ce genre de choses. Il faut savoir, c'est plutôt une bonne nouvelle, que dans notre famille politique, Alain Juppé et Angela Merkel, dans l'hypothèse où chacun serait le candidat de sa famille politique, on le saura avant la fin de l'année, dans les 2 cas, ont un accord pour élaborer leur programme électoral pour profiter du fait que nous aurons de campagnes électorales parallèles avec ce timing, avec un chapitre européen ou des éléments de chapitre européen communs pour montrer que
il y a une volonté politique dans les deux plus grands États. Pardon, Alain Lamassoure, à titre d'illustration, c'est quoi? C'est intégration en une phrase dans quel domaine? Par exemple, discuter jusqu'à un accord de deux sujets qui fâchent pour des raisons différentes. Un, la défense de l'Europe. Les Américains ne nous défendront plus face aux Russes ou face à ce qui se passe au Moyen-Orient ou face au terrorisme. On prend ça en charge, nous-mêmes, dans le cadre de l'OTAN ou à côté de l'OTAN, etc. Pour des raisons historiques, les Allemands ne voulaient pas en parler. Les Allemands sont prêts à en parler. On en parle et la France a le leadership dans cette affaire. Donc, la défense. Deuxièmement, aller jusqu'au bout de l'union des capitaux, l'union monétaire, l'union bancaire, en mutualisant les risques. Alors ça, les Allemands ne veulent pas l'entendre parler, à juste titre, tant qu'ils ont le sentiment que leurs partenaires, à commencer par la France, ne sont pas prêts à remettre leur économie en ordre. À partir du moment où les Français donneraient les garanties que l'économie française sera en ordre et que le contribuable allemand n'aura pas un jour à payer à la place du contribuable français, c'est un débat de confiance qui peut s'engager entre nous. Merci. Sylvie Goulard, pour finir, est-on condamné au délitement? Non, on n'est pas condamné au délitement. Par contre, il faut être extrêmement sérieux, conscient de la perte de crédibilité. Et moi, j'ai l'impression qu'à la limite, quel que soit le sujet qu'on cherche, c'est pas aux politiques d'en haut de le définir tout seul. L'un des enjeux du fonctionnement de la démocratie en ce moment, c'est d'arriver à nouveau avoir un soutien populaire sur un certain nombre de projets. Je suis d'accord avec Alain que la défense et la sécurité au sens large est quelque chose de tout à fait précieux. D'ailleurs, on a beaucoup été eurocentrés ou occidentaux-centrés dans notre discussion. Mais si vous regardez ce qui se passe en Turquie, par exemple, sur un plan géopolitique, c'est quelque chose d'absolument majeur. Donc effectivement, il y a les questions de défense, mais j'aurais tendance personnellement à dire que on ne pourra jamais financer un effort de défense important ou assurer la sécurité si l'économie ne redémarre pas et si nous ne nous investissons pas, si nous n'investissons pas massivement dans les secteurs d'avenir et notamment tout ce qui rend la population mal à l'aise, c'est aussi la révolution numérique qui est en cours. Or, la révolution numérique, c'est un peu comme l'Europe, c'est un chapitre. Et ça ne devrait pas être traité comme un chapitre. C'est quelque chose qui va toucher à la fois l'éducation, la production, la finance, le rapport au savoir et même les relations humaines. Donc j'ai l'impression que soit on se tourne vraiment vers l'avenir et on s'empare de ces sujets, et là la dimension franco-allemande ne suffit pas, mais elle est absolument indispensable, soit on n'y arrivera pas. Simplement, moi je ne veux pas cacher devant un public français à quel point il y a une question consistant à restaurer notre crédibilité et à essayer de sortir de la situation dans laquelle on est depuis des années, dans lesquelles on parle d'Europe sans avoir pris la moindre initiative. Merci. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous. Et nous allons passer à la table ronde suivante. Alors,